Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Alors, aujourd'hui, nous allons recharger les batteries. Et nous avons pour ça, pas un invité, mais deux invités. J'accueille derrière le micro de Bulle de Bonheur, Denis Penel. Bonjour Denis. Bonjour Raphaël. Et Gilonne de Maigret. Bonjour Raphaël. Bonjour Gilonne. Ravie de vous accueillir tous les deux et en fait, je vous ai invité parce que vous avez coécrit un livre qui est paru aux éditions Erol et qui me parle particulièrement et qui s'intitule 50 conseils pour retrouver de l'énergie. Alors, première chose que je voudrais dire sur le livre, outre que je l'ai trouvé passionnant, je voulais vous remercier de me citer et de citer Bulle de Bonheur qui, comme vous le dites, c'est un podcast inspirant. Alors, merci beaucoup parce que je crois que je ressens et joie et fierté. Donc, merci. C'est vraiment super chouette. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Alors, Denis, nous avons eu déjà la chance de t'accueillir derrière notre micro de Bulle de Bonheur dans notre épisode 139. Donc, je vais te représenter un peu succinctement. Donc, tu es un spécialiste reconnu du marché de l'emploi. Donc, vraiment, tu es ce spécialiste-là. Tu as écrit beaucoup d'ouvrages sur l'évolution du monde du travail, que j'incite les uns et les autres à aller regarder et à aller lire d'ailleurs. Tu publies aussi souvent des articles sur les nouvelles tendances RH. Tu fais partie du classement des 100 professionnels des ressources humaines les plus influents au niveau mondial et t'interviens pour des conférences sur le thème du travail. Alors, ce que j'apprécie particulièrement chez toi, c'est ta capacité à aimer débattre, partager et vulgariser tes connaissances. Donc, vraiment ravi de t'accueillir une nouvelle fois derrière le micro de Bulle de Bonheur. Et alors, si je peux me permettre juste un tout petit mot, écoute, pourquoi on t'a cité dans le livre? Parce qu'effectivement, tes podcasts nous ont beaucoup inspirés sur la rédaction du livre, donc c'est tout à fait mérité et une juste reconnaissance. Mm. Merci Denis. Alors Gilonne, tu es formatrice consultante en management et coach de dirigeants. Tu interviens dans des contextes de transformation pour soutenir les managers et leur équipe qui souhaitent évoluer vers un travail collectif, fluide et sans lutte interne. Alors j'imagine le désir de tous dans son entreprise. Tu as 25 ans d'expérience professionnelle dans ce sujet et ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est ta volonté de suivre ton enthousiasme, de défendre tes convictions et de proposer des solutions innovantes. Et pour toi, le coaching est véritablement un accélérateur de sens et un déclencheur d'opportunités. Et c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. Donc, bienvenue à toi aussi derrière ce micro Bulle de Bonheur. Merci Raphaël. D'abord, merci aussi de m'avoir invité avec Denis pour partager voilà notre expérience, expertise à la sortie de ce livre. Oui, effectivement, alors femme d'exception, merci aussi. Je ne sais pas si je suis une femme d'exception. En revanche, j'ai à cœur effectivement d'être un chaînon manquant et de faire le lien. En fait, je dirais que qui me tient à cœur dans l'exercice de mon travail depuis maintenant 14 ans que je fais ce métier. C'est vraiment d'aller au cœur de cette chaîne de transmission et qui, on reviendra peut-être après sur le sujet, qui tient à manquer. D'où le fait que le rôle d'accompagnant, de facilitateur est vraiment quelque chose qui fait bouger les lignes, en fait. Et c'est ça ce dont je me emploie, en fait, au quotidien. J'aime bien ton terme de chaînon manquant, je trouve intéressant. Enfin, moi qui suis accompagnatrice aussi, de temps en temps, être ce petit chaînon manquant, c'est celui qui permet de mieux se comprendre. Donc, je trouve que c'est intéressant. Allez, je change de regard. Par rapport au livre que vous avez écrit, moi, la première question qui me vient, c'est de vous demander, mais qu'est-ce qui vous a poussé à coécrire ce livre? Moi, c'était pas mon premier livre et en fait, j'avais vraiment envie d'écrire un livre à quatre mains pour être un peu challengé, pour être stimulé. Et avec Gilonne, on s'est retrouvés, on se connaissait depuis très longtemps, mais on ne s'est pas vu aussi pendant très longtemps. Et on s'est retrouvés un peu par hasard et on a commencé à parler de nos métiers respectifs et on a senti qu'il y aurait sûrement un très grand avantage, voilà, travailler ensemble sur l'écriture de ce livre pour allier nos compétences. Moi, c'est vrai que j'ai une approche un peu plus macroéconomique du travail, des évolutions, des mutations du travail. Et Gilonne a une dimension beaucoup plus pratique qu'elle pourra détailler. Donc voilà, on s'est dit que c'était vraiment allier deux forces et deux complémentarités
et effectivement aussi, mais stimuler de l'énergie sur une écriture à quatre mains. Alors, si je peux compléter, Denis, en fait, moi, ce qui m'a plu dans la rencontre, parce que c'est vrai qu'on se connaissait de loin, on va dire, par réseau, et on s'est retrouvés il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ans maintenant. Et ce qui m'a plu, c'est vraiment le livre dont tu m'as parlé, qui s'appelait Le travail, la soif de liberté. Et rien que le titre a vraiment fortement résonné par rapport à l'observation terrain que je voyais au quotidien entre cette volonté et cette soif de liberté et ce qu'effectivement je voyais et j'observais dans mon quotidien, dans mes accompagnements, avec en même temps un tiraillement de je suis en tant qu'individu et le nous du collectif. Et donc, du coup, cette dimension-là de ce que j'observais avec l'évolution sociétale me trouvait très judicieuse pour pouvoir apporter un éclairage macro sur des pratiques que moi, je faisais, j'observais sur le terrain. Du coup, si je comprends bien, ça vous a donné de l'énergie de travailler ensemble. Et vient du coup une autre question que j'ai envie de poser, mais comment est-ce que vous définissez cette énergie? Comment vous la définissez? Mais moi, je dirais, en fait, la définition que nous avons trouvée ensemble avec Denis, c'est la force en action. La force en action, c'est vraiment la mise en mouvement. Et en fait, ça rejoint effectivement ce que je fais au quotidien. Si je devais définir et mettre un mot sur ce que je fais, c'est vraiment la mise en mouvement des individus et des collectifs pour aller vers un but commun, en fait. Et donc, cette énergie, elle ne peut se faire que dans le mouvement. L'énergie, elle n'est pas virtuelle, elle doit être effective. Donc, c'est vraiment la force en action. Moi seule, mais aussi moi avec les autres. Voilà. Donc, je ne sais pas si Denis, tu veux rajouter quelque chose, mais l'énergie, c'est vraiment ça qui nous a motivés ensemble. Voilà, absolument sur la définition, mais alors peut-être sur le pourquoi de ce thème, effectivement, c'est parce que ça nous est venu assez rapidement. Et autant il y a énormément de livres qui ont déjà été publiés sur l'énergie, mais dans la dimension développement personnel, accomplissement de soi, je dirais, autant le lien entre énergie et monde professionnel et travail, très peu de livres, voire aucun, n'avait été publié au moment où on a décidé de se lancer dans la rédaction de ce livre. Et c'est aussi ce qui a plu à notre éditeur, donc Erol, qui s'est dit, mais ça, c'est vraiment un bon sujet qui est pas traité dans cette dimension travail. Et en fait, pourquoi aussi, encore une fois, on a abordé l'énergie? Parce que on a constaté en creux qu'aujourd'hui, il y avait une vraie fatigue dans le monde du travail, voire une fatigue existentielle où effectivement, quand on interroge les gens, quand on en parle, c'est je suis fatigué, je suis épuisé. On a trouvé des statistiques comme quoi à peu près un quart des Français se déclarent en situation proche d'un burn-out professionnel. Donc le constat est assez sévère et assez alarmant, où effectivement il y a aujourd'hui un ressenti d'une grosse fatigue dans le monde du travail, alors qu'il y a des conditions de travail qui sans doute ne cessent de se dégrader. On pourrait revenir, mais on parle aujourd'hui d'accélération des rythmes de travail, on parle intensification des tâches de travail, on parle aussi de fragmentation. C'est de plus en plus difficile d'arriver à se concentrer pendant plus d'une heure d'affilée sans être dérangé par des notifications, par des mails, des messages WhatsApp, etc. Et tout ça fait en fait que ces conditions de travail se sont effectivement, je dirais, alourdies, pèsent notamment en termes de charge mentale sur les individus et que voilà, ça se traduit par une grosse fatigue existentielle au travail. Et du coup, si vous aviez à me nommer ces pompeurs d'énergie, alors Denis, tu disais les notifications, les mails, le travail fragmenté, il y en a d'autres encore? Alors oui, il y a toutes il y a effectivement, tu parles des réseaux sociaux, effectivement aussi, il y a cette espèce de chose qui dit que on doit réussir sa vie sur tous les fronts et de se montrer en pleine forme et dans la force à chaque fois de pouvoir agir. Donc en fait, c'est en même temps cette pression, on parlait d'énergie, la force en action, mais même quand elle n'est pas là, il faut faire semblant de l'avoir. Et donc du coup, il y a une pression individuelle de réussir sa vie, mais qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc ça, c'est aussi déclencheur de dispersion et de voleurs, ce qu'on appelle les pompeurs d'énergie. Maintenant, il y a un autre phénomène, c'est d'être complètement disponible pour tout ce qui arrive. Donc, le syndrome de la porte ouverte. Moi, j'observe beaucoup ça. Effectivement, la difficulté à ne pas répondre aux attentes des uns et des autres en permanence. Comme tout va très vite, il n'y a plus de délai, il n'y a plus de questionnement sur ce qui est prioritaire, urgent, important et de questionner. Donc, du coup, il y a l'immédiateté. Denis en parlait dans l'accélération, ça se transforme comme ça. C'est-à-dire que c'est les notifications, c'est les mails, mais c'est aussi les individus qui viennent me solliciter en permanence. C'est pas assez de personnes sur des périmètres qui sont flous. Donc, ça crée de la peur. Et donc, du coup, quand il y a de la peur, il y a du flou, il y a de la tension, il y a une baisse d'énergie. Et donc, ça va pomper de l'énergie.
Donc, des voleurs d'énergie, en fait, il y en a beaucoup. Les réunions, qui sont, pour la plupart, jugées totalement inefficaces, débordantes et sans plus aucun lien avec du sens ou une décision à prendre. Des processus qui sont très, très longs. Donc, des pompeurs d'énergie, je dirais qu'il y en a quand même beaucoup. Et il y a aussi les pompeurs d'énergie qui font que la place des émotions n'est pas reconnue dans les organisations. En tout cas, soit elle n'est pas reconnue, on l'enfouit, soit elle prend toute la place et ça crée des tensions et des conflits. Donc il y a une jauge qui est plus complètement alignée sur où est-ce que cette place des émotions peut prendre son espace sans que ça soit un trop plein ou un trop pas assez. Et alors là-dessus, Raphaël, il y a un épiphénomène, mais qui a une évolution structurelle de notre société, et la montée de l'individualisme. C'est qu'autrefois, les conditions de travail pouvaient être difficiles, mais on pouvait se reposer sur un collectif qui soutenait ou qui protégeait. Et donc le fait de faire partie, voilà, d'un groupe, quel qu'il soit, permettait à l'individu quelque part de survivre, ou en tout cas de gérer ces tensions. Aujourd'hui, on le sait tous, dans nos sociétés occidentales, l'individualisme triomphe, c'est le triomphe du moi. Effectivement, ça veut dire que c'est sur nos épaules que repose notre réussite personnelle, professionnelle, nos vacances, l'éducation de nos enfants, etc. Et donc, en fait, on se met soi-même une énorme pression parce que c'est le nouveau modèle de notre société et que donc l'individu se retrouve très seul dans le monde professionnel par rapport à ses objectifs. Aujourd'hui, maintenant, la plupart des entreprises, on a tous des objectifs individuels de réussite, les célèbres KPI, comme on dit en anglais, et où effectivement, c'est plus l'équipe qui doit réaliser des objectifs, c'est chaque individualité de l'équipe qui doit atteindre ses objectifs. Les rémunérations aujourd'hui sont très souvent individualisées, les formations, les cursus, les progressions de carrière, etc. Donc l'individu se retrouve seul face à tous ces enjeux. Et ça veut dire, oui, que tout repose sur lui et que donc ça accroît encore cette charge mentale et ça contribue effectivement aussi à voler de l'énergie ou à surconsommer de l'énergie. Et la conclusion, effectivement, c'est que le travail est devenu très, très énergivore aujourd'hui. Avec une petite pincée de perfectionnisme, et puis et le compte est bon. C'est ça. Et effectivement, je rajouterais encore autre chose, le perfectionnisme qui mène justement au fait qu'il n'y ait pas de pause. Je parlais du mouvement. OK pour le mouvement, à condition qu'effectivement, il y ait des temps de repos et des temps de pause. Or, aujourd'hui, ça va tellement, tellement, tellement vite, avec cette injonction à aller toujours plus vite et la valeur d'une action étant aussi dans la rapidité. Si je place la valeur de l'action uniquement dans la rapidité, ça conduit à la précipitation. Donc finalement, on voudrait de la performance et on n'en a pas. Et après, ça devient un cercle qui est plus du tout vertueux. Donc effectivement, il y a ce mouvement perpétuel, cette sollicitation permanente. Et ça, c'est compliqué à gérer, effectivement, aujourd'hui. Ouais. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on constate une baisse de la motivation au travail, une baisse de l'engagement, effectivement des fatigues, soit celle du vendredi soir avant le week-end, mais celle aussi du lundi matin en se disant ouh là là, ça y est, ça repart, je me lève, il faut que j'aille au bureau, je suis déjà fatigué rien qu'à l'idée de me projeter dans le travail de ma semaine. Donc voilà, une vraie charge mentale, une vraie fatigue. C'est pour ça que moi je parle de fatigue existentielle et effectivement qui aboutit à des situations d'épuisement professionnel et des burn-out. Alors qu'on sait bien, moi je prends souvent, quand j'en parle avec les personnes que j'accompagne, quand il y a des gens qui sont en train, par exemple, de faire un marathon, ceux qui courent, ils courent à la fois seuls, mais aussi en équipe. C'est ça. Et que celui qui est toujours devant, il peut s'épuiser à être toujours devant, c'est-à-dire vouloir être toujours le premier, le leader. Ça mange une énergie alors je reviens du Québec, qui n'a pas de bon sens, comme ils disent là-bas. Alors que très souvent, en fait, on va laisser passer l'autre devant pour soi-même pouvoir euh, à s'appuyer sur le collectif. Donc, en fait, on a besoin finalement des deux. Donc, c'est dommage parce que c'est des choses qui ont été largement éprouvées dans le domaine du sport et puis dans plein d'autres domaines et que dans le monde du travail, c'est quelque chose qu'on a un petit peu de mal à ajuster. Oui, comme si effectivement, dans le monde du travail, on oublie en fait que c'est un cycle et que la performance, en fait, elle a un début et elle a une fin. On n'est pas performant tout le temps, tous les jours. On est performant dans un but précis avec une mission qui incombe et donc avec des temps.
Donc, à un premier temps, alors si je reprends par exemple l'arrivée dans une organisation, je dirais que la première phase, c'est la phase d'étonnement. Donc, c'est la phase où justement tout est permis, j'ai le droit à l'erreur, j'arrive dans un nouvel environnement, au contraire, j'apporte un nouveau souffle. Donc, j'ai cette liberté de parole, d'action et cette autorisation, on va dire, pendant 2-3 mois à justement faire mon rapport. Donc, normalement, dans cette période-là, je ne devrais pas avoir une charge mentale très importante. Or, elle existe maintenant parce que les délais sont raccourcis. Néanmoins, donc, en principe, j'ai une charge mentale qui est relativement équilibrée puisqu'effectivement, je suis là pour m'étonner et puis pour prendre la température de l'environnement dans lequel je vais évoluer. Puis après, il y a un moment où je délivre. Si je fais la comparaison avec le sport, le marathon, comme tu l'expliquais, c'est pareil, il y a un temps dédié, il y a une mission à accomplir et là, j'ai les compétences et je vais déployer. Sauf que après, une fois que j'ai déployé, il y a bien un moment où je dois me poser pour débriefer. Ce temps-là, j'observe qu'il est rarement fait ou assez peu fait, et c'est pourtant le moment où je devrais me recharger, justement avec ce fameux collectif dont vous parlez. Et puis, il y a un quatrième temps, qui est le quatrième temps où là, je vais aussi, en plus de débriefer, célébrer les réussites, les endroits où ça a marché, où on en est, c'est quoi la prochaine étape. Donc, et ces deux temps-là, il y a un temps charge mentale faible, je me prépare à la course, je fais ma course, donc on va dire que j'optimise mon travail. Et puis à un moment donné, il y a les 2 autres temps où là, je me recharge, je débriefe et je célèbre. Et ces 2 temps-là, ils sont hyper importants en entreprise et un peu oubliés. Voilà. Carrément. Et du coup, ça m'amène à une question que je voulais vous poser là tous les deux. Comment est-ce qu'on trouve justement ces sources d'énergie? Alors, tu en citais 2, là, Gilonne, en disant ce moment où on s'arrête, où effectivement on vient recharger ses batteries parce qu'on fait aussi un peu un constat, un bilan, on célèbre ses réussites. Alors ça, c'est des choses qui me sont très chères, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui nous permet de trouver ces sources d'énergie? On est vraiment, je pense, dans l'interaction entre l'énergie individuelle et l'énergie collective. Et les deux se nourrissent et s'entretiennent. Moi, je suis convaincu qu'il faut d'abord prendre soin de soi pour après pouvoir diffuser de l'énergie autour de soi. Mais le collectif aussi peut nous aider à développer notre énergie personnelle. Et sur l'énergie individuelle, ça s'entretient, il faut en prendre soin, effectivement. Hein, et ça, c'est vraiment la première partie du livre parmi les 50 conseils qu'on a mis en place. C'est vraiment de déterminer les leviers qui vont permettre à chacun d'entre nous d'identifier ses sources d'énergie. Et alors, on a commencé volontairement le livre par un petit questionnaire ou un autodiagnostic qui s'appelle « Ce qui me porte, ce qui me pompe ». Et c'est un très bon exercice déjà à faire pour savoir dans son cadre professionnel, voilà, quelles sont les choses qui nous donnent de l'énergie. Et généralement, c'est des choses qu'on aime faire, qu'on fait avec plaisir, qu'on fait avec une certaine facilité. C'est un peu la définition du talent d'ailleurs. Et puis, il y a d'autres choses, oui, ça nous casse les pieds et ça, c'est très consommateur d'énergie. Donc déjà, être bien conscient dans le cadre de son travail, de ce qui nous donne de l'énergie, ce qu'on aime faire, ce qu'on fait avec facilité par rapport à ce qui est lourd et pesant, déjà, c'est un excellent exercice à faire pour trouver sa source d'énergie. Mais après, on a plein d'autres conseils. Gilonne, je suis sûr que tu veux en mettre un ou deux autres en avant. Alors, oui, bien sûr qu'il y a ce diagnostic qui est là pour effectivement aller voir. J'ai bien aimé, Raphaël, quand on a démarré cette interview, tu parlais des 3 batteries, en fait. Qu'est-ce qui va faire, comment aller chercher la source de mon énergie? Mon énergie, c'est tout simplement cette pause que j'évoquais tout à l'heure, elle est fondamentale. Et je vais aller même plus loin, elle est de se poser la question régulièrement dans ma journée, qu'est-ce que je me dis? Donc, où j'en suis dans ma tête? Est-ce que je suis disponible, concentrée, confuse, chargée? Dans mon cœur, qu'est-ce que je ressens? Et c'est pas anodin de se poser la question, est-ce que j'ai des battements? Est-ce que j'ai une émotion particulière? Est-ce que je me sens sereine ou est-ce qu'il y a un peu d'agitation? Et physiquement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? En se posant régulièrement ces 3 questions-là, effectivement, on va être à même, comme dit Denis, de répondre à la question, c'est quand et c'est comment les endroits où je me sens bien. Donc, j'ai envie de dire, la source de mon énergie, c'est l'endroit où je vais chercher de la joie. Qu'est-ce qui me met en joie? Dans mon travail, dans ma journée, le matin, à l'heure du déjeuner, le soir. Donc, déjà, s'imposer ces rituels-là, parce qu'on pourra le développer aussi, avoir des rituels pour soi et se poser la question, c'est déjà un pas en avant. Tout ce qui est source de joie, de satisfaction dans ma journée correspond à une source d'inspiration pour moi. Voilà. Et d'énergie. Et de prendre le temps de les nommer. C'est ça, prendre le temps de les nommer. Oui, c'est pour moi, je dirais que c'est un préalable
justement à cette attention à l'énergie qui est la mienne et comment la conserver, l'augmenter, la diffuser, l'optimiser. Voilà. Clairement, D'abord, le clairement. préalable, c'est là. Puis après ça, vous abordez toutes ces thématiques, le flow, C'est ça. ouais, où on se retrouve dans cet état où en fait on est juste bien, juste à sa juste place, qui est particulièrement important. Et puis il y a autre chose aussi que je trouve hyper intéressant, et ça c'est une étude que j'ai lue il y a pas très longtemps et que je trouve passionnante, et qui dit que euh, en fait on s'est rendu compte que c'est en augmentant les affects positifs qu'on fait diminuer le négatif, et c'est pas en cherchant à diminuer le négatif qu'on augmente le positif. Donc en fait, ça va un peu à l'encontre de croyances qu'on a pu avoir ou avec lesquelles on a été élevé, peut-être pas mal d'entre nous, où il faut vraiment faire en sorte que ces gros défauts, il faut absolument s'encourager pour lutter contre. Et en fait, je crois que bah, c'est juste peine perdue. Je crois que le plus important, c'est de développer ses talents largement, qui va amoindrir en fait ces difficultés, et puis aussi avoir l'humilité de se dire bah, que je ne suis pas parfait, et que quand je sens mes limites, bah, pourquoi pas aller demander de l'aide, par exemple. C'est Alors un ça, c'est grand vraiment sujet. intéressant parce que c'est voilà, un de nos chapitres et moi un point qui me tenait vraiment à cœur, et c'est de résulter à cette injonction qui est, hein, dans le management aujourd'hui, on lui dit il faut sortir de sa zone de confort. Et moi, je dis non, travaillons d'abord nos points forts, effectivement, parce qu'encore une fois, c'est là où on prend du plaisir à faire ce que l'on fait, c'est là où on est bon, encore une fois, et chaque être humain a ses propres qualités, et c'est ce qui fait la force d'une équipe, c'est d'allier des points forts. Et c'est Fabien Galtier qui en parlait dans une interview, l'entraîneur de l'équipe de France de rugby, qui Oui. disait non, moi je veux pas besoin de généralistes, je veux des spécialistes dans chacune des matières du jeu. Donc je veux quelqu'un qui court vite, je veux quelqu'un qui soit fort pour les mêlées, je veux quelqu'un qui sache bien lancer la balle pour faire jouer devant, etc. Et il disait voilà, donc moi au contraire, je travaille les points forts de chacun des membres de l'équipe. C'est ce qui fait que cette équipe, elle est particulièrement bonne. Mais l'idée, c'est pas d'essayer d'avoir un niveau moyen pour tous les joueurs. Oui, ou Donc de demander à un c'est vraiment gringalet, pour moi. ou Pardon? de demander à un gringalet de grossir pour aller dans la mêlée, quoi. C'est Voilà. juste un non-sens. Mais bon, Exactement. Le gringalet, il va vite courir, donc ça, c'est très important pour avancer la balle. Mais effectivement, faut pas le mettre dans la mêlée, sinon ça va mal se passer pour lui. ouais. Donc voilà, c'est vraiment cette injonction, travailler, sortez de votre zone de confort. Non, travaillez d'abord vos points forts, renforcez-les, et ça ira beaucoup mieux. Mais c'est quelque chose qui va à l'encontre de notre système éducatif, surtout en France, hein, moi, je me souviens qu'on avait des bulletins à l'enfant, dans la scolarité, c'était très bien, bon niveau, mais attention, travaillez, voilà, vos points faibles, il faut se renforcer là-dessus, etc. Plutôt que de vous encourager à dire continuez, voilà, vous avez 3 matières, vous êtes super bon. Non, fallait travailler les points faibles, mais c'est pas forcément la solution. Bon, déjà, tu as de la chance, tu avais bon travail, hein. Moi, j'avais pas ça. Pas partout, pas partout. Voilà, Résultat perfectible. Je supportais pas cette voilà, ouais, c'est ça. Peut mieux faire, le peut mieux faire, peut tu mieux faire. vois. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Denis, et Raphaël aussi, les points forts, il faut en avoir conscience. Donc, si je reprends l'exemple, vous parliez des managers, si je ne sais pas qui je suis en tant que manager, quels sont mes points forts, c'est déjà plus compliqué d'aller formuler des demandes, pour reprendre ce que tu disais, Raphaël. Donc, effectivement, communiquer sur ces points forts. Et moi, il y a une phrase que j'aime bien, moi, en tant que manager, vous pouvez compter sur moi pour. Voilà. Si je me pose la question, vous pouvez compter sur moi pour, déjà, et je m'astreins à les nommer, je vais pouvoir après dire, en revanche, ça sera moins facile. En revanche, pour ça, c'est pas sur moi qu'il va falloir compter. Ça rejoint sur l'exemple que tu donnes. Vous allez pouvoir compter sur Pierre, Paul et Jacques. OK. Maintenant, je suis ouverte à toutes les demandes d'aide et je vais aussi m'autoriser à formuler des demandes. Mais rien que ça, c'est un pouvoir énorme que vous octroyez à votre équipe. Et donc, du coup, ça veut dire que si moi, en tant que manager, j'autorise les demandes et que je me le fais à moi-même, déjà, je vais quand même baisser le niveau de pression en m'autorisant la demande, sans penser qu'effectivement, c'est une faiblesse, puisque j'ai quand même annoncé mes points forts, pour reprendre ce que vous disiez. Donc, du coup, tout est OK. C'est un équilibre, en fait. Hein, n'oublions pas que l'équilibre, hein, c'est quelque chose C'est d'instable, hein, ça. ça bouge tout le temps. C'est ça. Donc voilà, le tout, c'est que ça se cristallise pas à un endroit, parce que c'est là où ça devient complexe. Donc bah, je comprends que trouver ses sources d'énergie, donc c'est en se connaissant soi-même, entre autres, connaître ses talents pour les faire fructifier, dire non aux injonctions et à la croyance de tu sors de ta zone de confort et tu te fais mal. Surtout, fais-toi mal.
ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le livre, c'est que vous explorez le fait de la possibilité de pouvoir la partager, cette énergie. Et ça m'a particulièrement plu. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus par rapport à ça? Par rapport au fait de diffuser son énergie. Ouais, et puis de la partager. Oui, oui, bah c'est ce que je disais, c'était la deuxième partie de ce que j'ai commencé à dire. D'abord, travailler sa propre énergie, donc prendre soin de soi, mais effectivement, à la fois diffuser cette énergie vers les autres et aussi se servir de l'énergie du collectif. C'est vraiment un jeu gagnant-gagnant, hein. Si on garde son énergie pour soi, c'est pas très constructif. Donc effectivement, arriver à la diffuser autour de soi. Et c'est vrai qu'on a tous autour de nous des personnes qu'on trouve rayonnantes, inspirantes, voilà, qui ont plein d'énergie et qui diffusent cette énergie. Donc ça, il faut vraiment arriver à identifier ces personnes et puis les côtoyer au maximum pour en profiter, si je puis dire. Mais inversement, c'est vrai que le collectif lui-même est source de motivation. Quand on travaille dans une équipe où, voilà, et on sent qu'il y a du mouvement, comme Gilles aime le dire, on sent qu'il y a une volonté d'avancer, de réaliser des choses, on a des gens positifs autour de soi, bah, c'est très stimulant. Encore une fois, moi, je crois pas que la réussite, ce soit uniquement des réussites individuelles. Non, c'est parce que, et c'est souvent ce qui motive les personnes au travail, c'est pas le fait ou d'avoir un travail confortable avec une bonne rémunération, la possibilité de faire du télétravail, etc. C'est pas comme ça d'ailleurs qu'on recrute les meilleurs talents. C'est parce qu'il y a une volonté de partager un objectif commun, de mettre des ressources en commun, et puis évidemment, si possible, d'y arriver. C'est comme ça qu'on crée de l'énergie et que cette énergie se grandit et se développe. Donc encore une fois, oui, le collectif pour moi est indispensable à la régénérescence de son énergie individuelle. C'est vraiment un cercle vertueux entre le jeu et le nous. Hein, le jeu alimente le nous, mais le nous alimente le jeu également. Oui. Et pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, diffuser son énergie, ça passe. On l'a vu par je suis convaincue et donc je suis convaincante, je suis inspirée, donc je suis inspirante. Il y a un chapitre que j'aime bien qui s'appelle Ayons envie d'avoir envie des autres. Je trouve qu'il est formidable parce qu'effectivement, ça vient toucher ma motivation à créer, à être une pierre à l'édifice de ce collectif dont je fais partie ou que j'embarque. Donc j'ai besoin effectivement de cette énergie collective. Et puis, ce qui va faciliter ça, ça va être le climat. Alors, on a eu un sujet sur la confiance avec Denis. Pour moi, c'est une pierre aussi fondamentale. C'est la confiance que j'ai en moi, la confiance que j'ai envers l'autre ou les autres et la confiance que j'ai envers mon environnement. Et tout ça, effectivement, doit effectivement s'harmoniser. Et donc, connaître son rapport à la confiance, c'est indispensable. J'ai un exemple qui me vient en tête récemment, alors qui me touche personnellement, mais qui a trait au sport, qui était je pratique la boxe. Et il y a pas longtemps, en fait, j'étais avec mon coach sur un terrain de foot en plein air. Et puis, il m'emmène sur une espèce de un faux gazon. Et puis, à côté, il y avait un terre-plein qui était solide. Et il me dit, bah, écoute, on va essayer là. On commence la séance et je me rends compte que le sable, que c'est complètement mouvant, que j'ai les jambes lourdes, que ça ne va pas du tout. Et puis, je continue, je dis, mais tu sais, on peut bouger 2 minutes, on n'a qu'à faire la séance à côté. Et là, il me regarde dans les yeux, il me dit non. Donc, je me prends un non quand même. Je me dis, bon, ok, on continue, je continue à avoir les jambes qui flagellent. Et puis, bon an, mal an, au bout de la 3e fois, il me dit non. Et dans son regard, je sens qu'en fait, il a confiance et qu'il me sent capable de faire les choses. Et donc, du coup, à partir du moment où j'ai senti que cette confiance était là, hop, comme par hasard, effectivement, la séance s'est mieux déroulée. J'ai commencé à sentir mes jambes plus légères et ça s'est déroulé comme je pensais. Et donc, la satisfaction était largement plus intéressante, satisfaisante pour moi sur un nouveau terrain que si il m'avait dit, bah, ok, très bien, on va aller de l'autre côté, on va vers la facilité, tu sais le faire. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi de percevoir dans l'autre ou dans le collectif, l'environnement, la possibilité qu'il y ait cette confiance-là. Et pour moi, et c'était un sujet entre nous avec Denis, je pars du principe que dans mon métier, elle se décrète. Elle se décrète. C'est-à-dire que c'est parce que je ne connais pas le terrain, je ne connais pas la personne, je ne connais pas, que je vais pouvoir effectivement mettre les choses en place pour que cette confiance s'installe. Mais si je pars du principe qu'il n'y a pas de capacité en face de ma part, des autres, etc., bon, je vais instaurer de la méfiance et du coup, cette énergie, elle ne va pas pouvoir se diffuser. Si je recolle ça à ce qu'on se disait. Et puis, je trouve qu'il y a aussi, on en parlait un petit peu tout à l'heure au début, tout ce qui est autour de la reconnaissance.
autour de toutes ces affects positifs qu'on peut échanger. Combien est-ce que là, il y a quelque chose, il y a une énergie qui se diffuse aussi. Rien de mieux que d'être remercié, que d'être reconnu dans ce qu'on a fait, dans ses compétences. Ça fait grandir à la fois soi-même, l'autre et l'équipe. Donc, quelque chose, c'est un bon diffuseur d'énergie. Tout à Ouais, fait. et puis c'est aussi, si je rebondis sur ton dernier mot sur grandir, hein, c'est aussi, voilà, faire quelque chose qui nous permet de grandir, quelque chose qui est plus grand que soi. Et là encore, c'est dans le collectif qu'on va le trouver. C'est pas dans l'individu. Donc, encore une fois, c'est en faisant partie d'une équipe, en participant à un projet collectif, qu'on va se dépasser, qu'on va donner le meilleur de soi-même et qu'on va effectivement réaliser quelque chose de plus grand que soi. Et pour moi, ça, c'est aussi vraiment un facteur de création et de diffusion d'énergie. Et hop, je me lance. Du coup, on va passer à la deuxième partie de l'entretien, là, les deux petites questions que j'ai envie de vous poser. Donc, la première que je vous pose, c'est quels sont chacun pour vous vos 3 synonymes de bonheur? Alors, Gilonne, je commence par toi. Les 3 synonymes de bonheur. Alors 3, ça va être compliqué d'en trouver 3 parce qu'il y a plein de mots pour répondre à ta question. Moi, j'aurais envie de dire la joie, déjà. Pour moi, c'est un synonyme de bonheur. Je dirais la beauté. Je dirais le partage. Et alors, j'ai envie d'en dire d'autres. L'enthousiasme et l'engagement. Tout ça. Ça fait 5, ça fait pas 3. Ça fait pas 3, ça fait 5. Ça en fait 5, oui. Ça en fait 5 parce que dans ces mots-là, alors ça tourne effectivement autour de cette notion de chercher la joie. Et puis c'est cette idée de partage et de beauté. De beauté, pourquoi? Parce que la beauté, si on prête attention, elle est vibrante. On peut la voir dans chaque petite chose, hein. Un joli coucher de soleil, la nature, l'environnement dans lequel on veut évoluer, tout ça devrait rendre grâce à quelque chose, pour reprendre ce que tu disais, qui est plus grand que nous. Et donc, du coup, avoir cette gratitude, je reprends aussi quand tu parlais de dire merci, la pratique de la gratitude, pour moi, c'est un vrai synonyme de bonheur et d'enthousiasme et d'engagement aussi. Il y a cette notion de bonheur, je pourrais dire aussi que pour moi, il y a cette notion de dépassement de soi aussi, de se dire que c'est pas un état qui va durer, mais que c'est la somme de plein de petits bonheurs qui font que ce bonheur existe, en fait, à condition que j'y prête attention. Et toi, Denis? Bon alors, moi, il y a deux mots que je suis là à prononcer et qui résonnent aussi en moi, donc je les aborderai rapidement, mais qui sans doute a fait que voilà, on a pris du plaisir aussi à travailler, à écrire ce livre ensemble. Ah, pour moi aussi, le rire, la joie, c'est vraiment indispensable dans mon bonheur. Et puis la beauté. Je suis aussi assez contemplatif, donc je suis assez sensible aussi à cette partie visuelle. Mais alors, pour aller au-delà de ça, donc je m'accorde encore trois autres mots. Le premier, c'est prendre des choses nouvelles. Pour moi, c'est essentiel. Quand je me lève le matin, je me dis toujours qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui. Quand je me couche le soir, je me dis oh, c'est super, j'ai une bonne journée parce que voilà, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Clairement, cette curiosité, cette soif d'apprendre des choses nouvelles. Deuxièmement, l'efficacité. Alors, ça paraît beaucoup plus terre à terre, mais c'est important pour moi. Je suis quelqu'un de très efficace, c'est une de mes valeurs. Donc, j'aime que les choses fonctionnent, j'aime que ça avance, j'aime pas que ça aille vite. Et bon, je suis parfois impatient. Mais vraiment, voilà, l'efficacité pour moi fait partie de mon bonheur. J'aime bien voilà, quand ça fonctionne, quand ça marche, c'est vraiment, c'est important pour moi. Et puis, il y a un troisième mot aussi qui me fait à cœur, c'est la justice. Je sais que tu as beaucoup abordé les 5 blessures hein, dans la vie. Clairement, pour moi, la justice, c'est sans doute la blessure qui me parle le plus. Et par justice, bah, ça veut dire quoi? C'est le respect de l'être humain. Donc, il y a une notion un peu d'humanisme pour moi, cette quête de justice, cette importance de la justice. C'est aussi lié à l'équité. Hein, je trouve que voilà, il faut prendre en compte les spécificités de chaque individu. Je suis pas tellement pour l'égalité, mais plus pour l'équité. Effectivement, certains ont besoin de plus et il faut leur donner plus. Et je trouve ça injuste quand voilà, certaines personnes n'ont pas accès à ce dont ils ont besoin. Et puis dans justice, il y a sûrement voilà le côté de protection et sans doute aussi de protection du plus faible justement par rapport au plus fort. Donc voilà, mes 3 mots-clés, je dirais, c'est vraiment apprendre la justice et puis l'efficacité. Question suivante en 2 minutes. Qu'est-ce que chacun d'entre vous a envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Alors cette fois-ci, je commence par toi, Denis. Que penses-tu?
Bah, moi, je résumerais ça parce que c'est un peu le fil rouge de notre livre, c'est prenez soin de vous. C'est pour ça qu'on a mis en place 50 conseils très pratiques. Prenez soin de vous et prenez soin de votre énergie, bien évidemment. Je crois qu'on en a déjà bien parlé avec l'énergie, c'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui nous fait avancer. Donc, ne sous-estimez pas, voilà, l'importance de l'énergie dans votre vie. Comme Gilon l'a dit un peu plus tôt, voilà, prenez bien soin de vos trois batteries, hein, la batterie physique, mentale et émotionnelle. Si déjà vous faites ça, je pense que ça va beaucoup vous aider dans la vie. Gilonne? Alors moi, je vais revenir sur ce que j'ai déjà dit précédemment et qui me tient à cœur particulièrement, c'est le fait de célébrer, d'aller chercher dans n'importe quelle journée, chercher la joie dans ce qui est. Et j'aime bien, il y a un livre de Jean-François Thierry qui s'appelle Le pouvoir de la gratitude, qui me plaît beaucoup et qui me parle, qui est de dire l'art d'être déjà heureux. Et j'aime bien sa définition du mot bonheur qui dit vouloir ce que l'on a déjà, et aussi vouloir ce que l'on est déjà. Donc chercher le bonheur dans ce que l'on veut, mais aussi vouloir ce que l'on a et ce que l'on est. Et je trouve que c'est un bon indicateur pour vraiment prêter attention et pas se coucher le soir en ayant ni ri ni eu de la joie et la chercher. Donc, voilà. Donc ça veut pas dire que toute la journée on est gai, joyeux comme un pinson. Effectivement, qu'il n'y a pas des choses qui nous arrivent, mais c'est une solidité à avoir. Tu vois, tout à l'heure tu parlais effectivement de ce mouvement perpétuel, c'est d'aller chercher de la solidité même dans le mouvement. C'est-à-dire qu'il y a un point fixe. Et c'est le titre d'un chapitre d'ailleurs du livre qui est garder un point fixe. Où est son point fixe? Voilà. Donc il y a un point fixe qui est OK. Elle est où ma joie aujourd'hui? Bon, dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que moi, je vais me coucher heureuse et je vais pouvoir me dire que j'ai fait une interview extrêmement énergisante et pleine de petits tips très concrets. Et ça, j'aime ça parce que j'ai un côté très, très pragmatique et du coup, j'aime bien les choses bien, bien concrètes. Donc, merci à vous deux d'avoir participé à cet échange. Alors, bon, on a une petite tradition hein, que Denis connaît déjà, c'est qu'il y a notre petite mousse pour finir, donc une citation qui nous inspire. Et du coup, j'en ai trouvé une qui me plaît pas mal. Elle nous vient de Georges Clemenceau et qui nous dit: On ne fait du bon travail que lorsqu'on est heureux. Merci Raphaël. Merci de nous avoir donné la parole, en tout cas, et d'avoir pu partager, on l'espère, notre énergie, effectivement, avec tes auditeurs. Ah bah oui, ça certainement. Je rappelle hein, l'intitulé de votre livre, hein, donc Denis Penel et Gilonne de Maigret, 50 conseils pour retrouver de l'énergie et une petite baseline qui je trouve très inspirante. Vos journées de travail sont longues et fastidieuses. Le guide complet pour recharger vos batteries et retrouver la pêche. Alors, allez-y, vous pouvez y aller sans modération. C'est à lire, à relire et à feuilleter. Donc, et puis démarrer par le petit baromètre de début parce qu'il donne bien, bien des indications intéressantes. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi, Raphaël. Merci Raphaël. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.